Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer d'abord par notre influenceur et sur YouTube, il entraîne ses spectateurs dans des expéditions absolument fascinantes. Vous allez le voir, que ce soit en pleine jungle, sur les plus hauts sommets du monde ou sous terre, vous allez le voir. On découvre son portrait dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tête, c'est Alexandre Azria qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alex. Bonjour Philippine. Ça va? De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? On va parler de Maya, l'IA qui révolutionne les assistants vocaux. Bon, on voit ça dans un instant avec vous. Et puis c'est notre grande question du jour. Ils sont 3 étudiants âgés d'à peine 19 ans et ils ont décidé de bousculer les codes de l'orientation post-bac. Ils ont imaginé une application gratuite qui est une sorte de mix entre Duolingo, ChatGPT et Tinder pour aider les futurs bacheliers dans leur choix d'orientation, justement de manière un peu plus ludique et plus personnalisée. Et l'un d'entre eux est justement avec nous en plateau, Dimitri Choudhury. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le Merci. plateau de l'école du futur. On est très content de vous recevoir. Vous êtes donc le cofondateur de cette application, Meoria, dont on parle dans un instant, juste après ça. Focus donc, et c'est notre influenceur du jour, dans la jungle, en montagne ou même sous terre. Nico Mathieu ne recule, vous allez le voir, devant rien. Explorateur et vidéaste français, il partage sur sa chaîne son quotidien d'aventurier. Voilà donc une immersion inédite dans les endroits les plus extrêmes du globe qu'on vous fait découvrir aujourd'hui par Dylan Kohler. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement à Saül, une commune en plein cœur de la Guyane, en Amazonie. Aujourd'hui, cette expédition va être vraiment sous le signe de l'aléatoire. Il va se passer énormément de choses. Allez, c'est parti, la vidéo peut commencer. Lui, c'est Nico Mathieu, véritable aventurier des temps modernes. Ancien professionnel du marketing, mais également grand amateur de parcours, il troque en 2019 son costume pour un sac à dos. Un virage à 180 degrés qui a su conquérir plus de 528 000 abonnés qui suivent de près chaque nouvelle aventure. À seulement 29 ans, sa chaîne YouTube est devenue un véritable carnet de voyage digital. Des Alpes françaises au désert d'Amérique du Sud, Nico nous emmène dans des expéditions toujours plus impressionnantes. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à transformer chaque défi, chaque voyage, en véritable leçon de vie. Ça fait 1 mois que j'ai embarqué en packraft au pont de Guessabo. Chaque journée a été un spectacle de situations improbables et uniques avec les habitants de la forêt. Cette curiosité mutuelle qui me donne l'impression de faire partie de l'écosystème. La forêt de Taï sera à tout jamais, pour moi, une capsule temporelle des anciennes forêts d'Afrique de l'Ouest. Sa communauté, forte de plus d'un demi-million d'abonnés, ne s'y trompe pas. Ils ne sont pas de simples spectateurs, mais de véritables compagnons de voyage virtuels. Le jeune homme les encourage à partager leurs propres expériences, créant ainsi un véritable réseau d'aventuriers en herbe. Alors, que nous réserve-t-il pour la suite? Entre expéditions toujours plus audacieuses, nouvelles techniques de survie insolites et paysages à couper le souffle, dans un monde où les expéditions semblent réservées à une élite, Nico Mathieu prouve que chacun peut devenir explorateur, ne serait-ce que le temps d'une vidéo. Une invitation en voyage qui ne manquera pas de séduire encore de nombreux internautes en quête d'évasion. Ciao tout le monde. Allez, autre chose maintenant. La promesse de notre invité est très simple. Vous allez le voir, celle de rendre l'information sur l'orientation post-bac accessible à tous, tout en gardant un côté fun et interactif. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est la question qu'on va se poser, surtout face à une vague d'acteurs tous les plus innovants les uns des autres. On se pose la question tout de suite avec lui dans la première partie du talk. Dimitri, on va se la poser cette question avec vous. Donc, vous êtes l'un des 3 cofondateurs de Meoria. Meoria, c'est une application que vous allez nous présenter dans un instant qui, de ce que j'ai compris, en tout cas en la testant, est un mélange de ChatGPT, de Tinder aussi sur les relations, applications de rencontres, et puis Duolingo. Le tout pour l'orientation post-bac. C'est ça? Comment vous est venue l'idée? C'est exactement ça. En fait, nous, du coup, on est 3 étudiants de 19 ans. On a quitté le lycée donc, il y a à peu près 1 an et demi. Et on s'est rendu compte que plusieurs mois après notre rentrée post-bac, qu'il y avait d'autres voies qui existaient. Et donc on a fait un peu le tour des solutions. Et on a vu que la majorité des acteurs aujourd'hui permettaient d'avoir accès à une information exhaustive et assez complète. Mais qu'en fait, il y avait tellement d'informations que ça la rendait inaccessible. Et donc,
selon nous, pour la rendre plus accessible, il faut la personnaliser. Et donc, on a créé l'appli qu'on rêvait d'avoir en terminale et en axant le parcours utilisateur sur la personnalisation et des recommandations à chaque fois personnalisées. Et on explique aussi nos résultats. Peut-être si je peux parler du parcours utilisateur. Bien sûr, avec plaisir. Comment ça fonctionne ? Déjà, on récupère le profil d'un lycéen, donc ses notes, ses spécialités, ses centres d'intérêt. Et après, il a une vingtaine de propositions auxquelles il réagit sous format Tinder. Mais en gros, c'est un quiz des personnalités. Et après, on vient combiner tout ça. Et on propose aux lycéens un classement des formations qui lui correspondent le plus, sous forme de match. Comme une application de rencontre. C'est ça. Mais en fait, l'application de rencontre, c'est vraiment juste sur les propositions et pour la forme. Mais on a vraiment, comme vous l'avez dit, on a plein d'inspirations. Donc Tinder, ChatGPT, Duolingo. Donc l'application de rencontre, c'est sur cet accès-là de swipe. Mais après, notre plus-value, en tout cas, ce qu'on essaie d'avoir comme plus-value, c'est d'expliquer chacun de nos résultats. Et donc, pour chaque formation, on va dire, OK, donc elle te correspond à X% parce que les gens qui sont rentrés dans cette formation, ils avaient telle moyenne, ils aimaient telle chose. Et voilà. Votre base de données, aujourd'hui, vous vous basez sur quoi ? Celle de l'ONICEP, qui est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande aujourd'hui en France C'est ça, notamment Parcoursup aussi. D'accord. En fait, nous, on veut permettre aux lycéens et à leurs familles d'avoir accès à une information rigoureuse, donc grâce à Parcoursup et l'ONICEP, et l'API du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc rigoureuse, mais surtout personnalisée. Et donc, en gros, nous, on a pris l'aspect rigoureux de l'information de Parcoursup et on a ajouté notre personnalisation dessus. C'est ça. La personnalisation, aujourd'hui, c'est essentiel pour toucher les jeunes comme vous, justement, qui ont entre 15 et 18 ans et qui se posent, en fait, la question de leur orientation. En fait, il y a tellement d'informations qu'on est censé connaître quand on est en terminale pour choisir sa formation. Et en fait, si on n'est pas bien accompagné, comme pas mal de gens, on n'a pas forcément tous la même chance, tous le même accompagnement, la solution pour faire des bons choix, c'est de filtrer, faire un premier filtre et donc de personnaliser l'information. Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça super. Si aujourd'hui je veux utiliser votre application, ça fonctionne comment ? Je vais sur l'App Store, je la télécharge, il y a un abonnement, ça fonctionne comment ? Ouais, c'est ça, sur l'App Store, sur le Play Store, c'est 100% gratuit. Et c'est un modèle qu'on veut garder gratuit parce que au lycée, on n'a pas d'argent, donc on va garder ça gratuitement. Et puis après, on commence à se connecter à des écoles pour faire signer des contrats avec eux. Mais c'est comme ça que vous allez gagner des sous. C'est ça, mais pas pour les mettre en avant dans notre algorithme, mais pour potentiellement leur donner la possibilité de compléter leurs fiches formation ou de faire des partenariats sur les réseaux sociaux. Peut-être de trouver aussi des jeunes qui sont assez talentueux sur le domaine scolaire ou autre et qui pourraient justement rejoindre ces écoles-là. C'est ce que fait, comment il s'appelle, Jules Simian Brocherie, qu'on salue et que vous connaissez sans doute. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Avenir, il y a Optéo. C'est vrai que ces sujets d'orientation, aujourd'hui, en tout cas, on les reçoit régulièrement dans l'émission. C'est difficile, on l'imagine pour vous. En tout cas, en préparant cette émission, je me suis dit, mais comment ils arrivent à s'en sortir ? Bien que l'idée soit très bonne et très noble, face à une vague totale de nouveaux acteurs qui se lancent, on a l'impression chaque semaine sur ce sujet de l'orientation. Ça veut dire qu'il y a du boulot, oui, c'est ça, c'est sûr, mais... Effectivement, vous avez reçu certains d'applications d'orientation ces derniers mois. Et en vrai, au début, on était un petit peu, quand on a appris qu'elles existaient, on était un peu surpris. Mais avec le recul, on est juste... ça nous conforte dans le fait que là, on est arrivé à un moment... Enfin, c'était vraiment... Là, ces 4-5 derniers mois, il y a 5 applications qui sont sorties dans le thème. Ouais. Donc, ça nous conforte dans le fait que le besoin, il est là. Et après, il n'y en a sans doute pas 5 qui vont prendre la place d'acteurs majeurs, mais on espère qu'on va la prendre. Et après, bien sûr, il peut y avoir plusieurs acteurs. Nous, on n'est pas en concurrence avec tout le monde. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a un besoin de personnalisation. Et on espère qu'on va pouvoir le résoudre. Vous allez jouer des coudes, en tout cas. C'est vrai que cette personnalisation, peut-être que vous venez la chercher grâce à l'intelligence artificielle. C'est une technologie que vous utilisez aujourd'hui ? C'est ça. Déjà, ça nous a beaucoup aidé pour confectionner l'application. Et donc, notre première fonctionnalité, c'est un classement des formations qui correspond à chaque élève. Et notre deuxième fonctionnalité, c'est un chat GPT de l'orientation. Donc, concrètement, c'est un chat GPT qu'on a branché à une base de données sur l'orientation, donc l'ONICEP, Parcoursup.
sur les écoles, sur le Crous, etc. Et avec ça, on veut répondre à toutes les interrogations que peut se poser un lycéen durant ses choix d'orientation. Et là, on a sorti une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie hier pour accompagner les lycéens dans la rédaction de leur lettre de motivation. D'accord. Parce que ça aussi, c'est un facteur qui peut jouer en défaveur de certaines personnes, parce que en général, pour beaucoup de gens, c'est leurs parents qui écrivent ou leurs proches qui écrivent leur lettre de motivation. Et donc nous, on a développé un outil qui vient aider donc, dans la rédaction des lettres de motivation en posant des questions à l'élève, en l'aidant à se questionner le plus possible pour avoir la lettre la plus complète, la plus pertinente possible pour son profil. Ça pose des vraies questions. Je vous vois réagir, Alexandre. Non, je réagis et je souris surtout parce que j'ai aidé ma sœur à faire sa lettre de motivation et on a utilisé l'IA parce que je suis quand même assez fan de cet outil-là. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on fait passer cette lettre générée par l'IA dans un système de tricherie, oui. De détection d'intelligence artificielle. Ouais. Oui. On se rend vite compte qu'on la remarque assez vite et assez bien. Donc je me demandais si c'était peut-être un sujet que vous avez en ce moment sur la génération de lettres de motivation, ou est-ce que vous faites juste de l'aide à la rédaction mais que vous ne la générez pas? Ah ouais, on fait les deux. Déjà, on vient challenger l'élève sur les attendus de la formation. Donc du coup, chaque lettre de motivation, c'est pour une formation en particulier, donc on prend en contexte tous les attendus. Et donc, premièrement, on vient challenger l'élève, et deuxièmement, on vient lui donne une proposition de lettre de motivation qui pourrait lui correspondre. Donc c'est sûr qu'il y a ce risque. On essaie de faire en sorte que la lettre soit la plus unique possible, et à chaque fois quand même on spécifie que c'est une possibilité. Et que après, bien sûr, le lycéen peut reprendre la lettre. Oui, c'est ça. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la plateforme Parcoursup, par exemple, il y a un détecteur d'intelligence artificielle? C'est une bonne question. Moi, je suis sûr que oui. Je vois pas. En tout cas, peut-être pas sur cette année scolaire-là, mais l'année prochaine. Ça va vite arriver. Ça vient évidemment avec une complexité supplémentaire peut-être pour vous aussi dans le développement du projet, et bien sûr pour ces jeunes qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. On en parle chaque semaine avec vous, Alexandre. Bon, ce que je vous propose, c'est de continuer, nous, à en parler dans un instant. Bien sûr, Dimitri, d'abord, on va juste faire un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Do ants prefer Coke or Pepsi? This is the perfect experiment because humans pick their favorite off of marketing a lot of the time because we're easily manipulated. But you know who's immune to marketing? That's right, ants. That being said, my prediction is that Coke universally tastes better, regardless if you're a human or a bug. It's crazy to me they're so light that they can walk on top of a droplet of Pepsi and it stays there like it's Jell-O. Not a lot of progress is being made. Okay, now Coke is taking a lead. It seems like they're eating it more than they're drinking it. The ants have spoken. What'd you guys think? This automatic powerless gate works with the weight of your vehicle. The hydraulics delay the gate closure by 15 seconds, giving plenty of time for trailers and floats to go through. Stock can't get in or out unless you want them to. You can, however, open the auto gate safely and with ease whilst on foot without the use of a vehicle. AutoGate is great for entries on slopes as it eliminates accidents caused by runaway vehicles. When you go on holiday, lifting of the lever disengages the outside gate ramp, making the mechanism inoperable and able to be padlocked. The gate can be operated with a left or right opening, allowing for simple installation. AutoGate is an excellent alternative to cattle grids and solar or electric gates. An innovative solution to the parking space problem
part garage, part vending machine. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Dimitri Choudhury, le fondateur de Meoria. Dimitri, juste avant de reprendre nos discussions sur l'orientation post-bac notamment et votre parcours de jeune entrepreneur, on va laisser place à la chronique d'Alex Azria qui a une idée derrière la tech. Alex, justement, vous allez nous parler d'une intelligence artificielle, on en parlait il y a un instant avec Dimitri, qui fait sensation. Elle s'appelle Maya, c'est un chatbot vocal qui se distingue par un réalisme impressionnant, assez bluffant. Bah ouais, vous allez nous en parler. Certains d'ailleurs la comparent déjà à une véritable assistante humaine. Qu'est-ce qui rend Maya si spéciale, Alex ? Alors ouais, Maya, c'est l'assistant développé par la start-up américaine Sésame, qui a vraiment fait l'objet d'une petite bombe ces dernières semaines. Elle marque une avancée majeure dans le domaine des assistants vocaux, contrairement ici aux IA classiques comme Siri ou autres, qui donnent souvent des réponses, on va dire, mécaniques et limitées. Maya, elle, est capable d'avoir une conversation fluide, naturelle, avec des intonations réalistes, des silences calculés et même, et ça c'est assez impressionnant, des réactions émotionnelles. Ah oui. Pour être plus précis, ce qui frappe le plus, c'est son expressivité. On a l'impression de parler réellement à un véritable humain. Maya comprend les nuances du langage, de notre intelligence émotionnelle, et c'est ce qui la rapproche le plus d'une interaction, on va dire, humaine. C'est assez bluffant, honnêtement. Qu'est-ce qui lui permet justement d'être aussi réaliste aujourd'hui ? Alors, derrière Maya, justement, on a une combinaison d'algorithmes avancés qu'on appelle deep learning en français, apprentissage profond, de synthèse vocale ultra réaliste et aussi d'un moteur conversationnel amélioré. Donc on a globalement 3 éléments. On a le premier qui est une synthèse vocale de dernière génération. Donc la voix de Maya, elle repose sur une technologie de text-to-speech, donc du texte à la voix en français, et qui reproduit les inflexions naturelles de la voix humaine. Donc contrairement aux voix robotiques qu'on a l'habitude d'utiliser, elle va varier son ton, son débit pour sonner plus crédible, exactement comme je fais actuellement. On a aussi des modèles de compréhension de langage naturel. Donc Maya va comprendre le contexte d'une conversation globale et peut s'adapter en temps réel. Et ça, c'est aussi impressionnant. Et enfin, et ça, c'est l'avancée majeure de Maya, c'est sa mémoire conversationnelle. Elle ne répond pas juste phrase par phrase, mais elle va réussir à garder en mémoire le fil de la discussion, ce qui va lui permettre d'avoir des échanges sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc, comme vous l'aurez compris ici, ces 3 éléments combinés en un font que c'est un assistant jamais vu auparavant. Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on connaît ChatGPT, on connaît aussi Google Duplex, qui ont aussi ces assistants vocaux au sein de leur intelligence artificielle. Mais comment justement Maya elle arrive à se différencier face à ces mastodontes ? C'est un vrai point ici. La vraie différence, c'est l'ultra-réalisme et l'autonomie de l'IA. Maya, elle, peut en fait tenir une conversation longue durée, comme on l'a dit, avoir des réactions spontanées, des interruptions naturelles, ce qui est extrêmement compliqué à faire parce qu'un humain peut s'arrêter à tout moment, on ne sait pas vraiment ni pourquoi ni comment. Et elle peut aussi avoir des simulations d'émotions. Donc elle est donc capable en fait de s'adapter à la personnalité de son interlocuteur et même de faire de l'humour ou de l'ironie dans quelques situations. C'est aussi assez marrant à voir. C'est où forcément la porte à de nouveaux cas d'usage. Je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur avec Maya. Pourquoi pas. Voilà, justement, quelles sont les applications concrètes de Maya ? Les usages sont énormes. Je vais en citer ici. On a bien sûr le service client. Maya pourrait remplacer les centres d'appel classiques en offrant un service beaucoup plus fluide et instantané. On a aussi un accompagnement des personnes âgées, qui est un sujet qu'on met moins en valeur, mais qui pourrait ici permettre, avec un assistant vocal aussi avancé, de pouvoir aider les personnes au quotidien. Et enfin, un autre sujet qu'on adore sur ce plateau, c'est les jeux vidéo. Imaginez un jeu vidéo où les personnages non joueurs, donc générés par des ordinateurs, ont des conversations ultra réalistes avec les joueurs,
où on va pouvoir être capable d'évoluer selon nos choix. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ça, je sais que vous adorez ça. J'adore ça. Je trouve ça assez bluffant aussi. On est vraiment ici en face d'un outil qui va pouvoir, je pense, un peu redéfinir notre manière d'évoluer dans cette interaction machine-humain. Alors justement, est-ce qu'il y a des risques ? Oui, il y a des risques, ça c'est évident, c'est un vrai sujet. On a globalement 2 risques dont je voulais parler ici avec vous. Le premier, c'est un risque de deepfake vocal, qui est un sujet extrêmement important, avec une IA aussi réaliste. On pourrait imaginer des usages malveillants, comme la reproduction de voix de personnalités publiques ou autres, ce qui peut être extrêmement compromettant aussi, mais aussi un attachement émotionnel. Certains experts s'inquiètent ici du fait que des utilisateurs pourraient développer des liens affectifs, pourquoi pas avec Maya, un peu comme le film Her que vous avez peut-être vu ces dernières années, au point de lui accorder beaucoup trop d'importance dans leur quotidien. En tout cas, c'est des questions qui sont encore en discussion, mais ce qui est sûr, c'est que Maya nous offre une nouvelle ère dans cette IA vocale. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que le grand public, justement, va pouvoir bientôt tester Maya ? Est-ce que c'est déjà le cas ? Alors, oui et non. Maya est en phase de test avancé, en fait, et pourrait être intégrée dès cette année dans des applications. Il y a même plusieurs entreprises qui testent déjà son utilisation, notamment dans l'e-commerce et dans la finance, qui sont 2 énormes sujets pour Maya. Il y a aussi des discussions avancées pour l'intégrer dans des smartphones ou des enceintes connectées. Ce qui pourrait être aussi assez impressionnant. Imaginez un iPhone avec Maya à la place de Siri, ça pourrait faire des dégâts. C'est clair. Bon, vraie révolution en tout cas dans le domaine des assistants vocaux. Merci beaucoup Alexandre pour cette chronique. On continuera à suivre le dossier avec vous bien sûr au cours des prochaines semaines. Et puis on lance ensemble tous les 3 la 2e partie du talk. Deuxième partie du talk avec notre invité, toujours Dimitri Choudhury, le cofondateur de Meoria. Alors on a parlé, Dimitri, en première partie avec vous et avec Alexandre, bien sûr, de l'intelligence artificielle que vous utilisez pour justement mettre à profit chacune des données que vous pouvez récolter auprès de vos partenaires actuels et futurs pour l'orientation post-bac des jeunes. Vous vous êtes réveillé un matin en vous disant que vous vouliez monter votre boîte ou justement vous vous êtes toujours dit que quelque part, peut-être que l'orientation scolaire avait un problème en France et que vous aviez du mal, peut-être vous aussi, en tant qu'acteur de ce système, à trouver votre voie. Comment ça s'est fait ? Moi, je pense que j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. J'ai commencé un peu à organiser des événements au lycée. C'est comme ça que au début, c'était pour me faire commencer à faire un peu d'argent avec des tournois de foot. Ça a commencé comme ça. Et après, ça a fini, grâce à ce projet, j'ai rencontré un de mes associés d'ailleurs à un concours de projets lycéens qui s'appelle Sam. J'ai rencontré mon 2e associé, Alex. On est dans la même classe depuis 1 an et demi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, donc comment vous est venu, au-delà de l'idée, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui au quotidien, parce que vous êtes encore à l'université, en école ? C'est ça. Avec Alex, on est en 2e année de prépa intégrée mathématiques informatiques. Ouais, donc vous bossez quand même un peu. On bosse, mais justement, c'est aussi pour ça qu'on a fait notre application, c'est qu'on n'avait pas forcément accès à une information totalement transparente. Donc, on est content d'être arrivé là où on est parce que ça nous a permis de faire ce qu'on est en train de faire. Mais c'est sûr qu'on aurait voulu avoir plus de transparence sur l'offre des formations qui existent. Et donc, on s'est retrouvés à un moment donné tous les 3 avec Alex et Sam. Et on a partagé ce constat-là de manque d'accompagnement, de personnalisation. Et on s'est demandé quelle était la forme la plus propice pour résoudre ce problème. Et une application, ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Ouais. Là, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, un portable, à peu près tous les jeunes en ont un dans leur poche. Donc, vous avez trouvé peut-être le bon endroit pour les accompagner, effectivement. Après, la question qu'on peut se poser, effectivement, parce que je disais tout à l'heure, vous avez 19 ans, vous êtes encore à l'école, en prépa intégrée, c'est ce que vous nous dites. Ça fait quoi ? Enfin, c'est quoi d'être entrepreneur à cet âge-là, dans un domaine particulier, en pleine révolution aussi ? L'éducation, c'est peut-être pas le marché le plus facile, bien que ce soit le plus beau, évidemment, et on en fait la promotion à chaque jour dans l'émission, mais... Vous avez un statut étudiant-entrepreneur ? Comment ça se passe ? Oui, on a un statut étudiant-entrepreneur. Ça nous permet de rencontrer aussi un peu de monde. Et après, être étudiant pendant ses études,
je connais que ça, donc en vrai, c'est vrai quand on n'a pas connu autre chose, c'est assez simple. Ça marche bien, quoi. Vous arrivez, c'est quoi la qualité pour peut-être les jeunes qui nous regardent et qui se disent moi aussi ça me tenterait cette aventure entrepreneuriale à votre âge? C'est quoi la qualité principale qu'il faut avoir? J'imagine que c'est une sacrée gestion du temps aussi. Une gestion du temps, ouais. Je pense qu'il faut juste commencer, quoi. Commencer un se lancer. Dès qu'on a une idée, essayer de voir ce que ça peut donner. Et après, il y aura des flops, mais à un moment donné, ça va finir par... c'est comme ça qu'on apprend. Par marcher un peu, quoi. Ouais. Enfin, moi, je peux pas dire, on n'a pas non plus encore des millions d'utilisateurs, mais voilà, à nos débuts, et je peux dire que ça, oui. Parce qu'on vous souhaite des millions d'utilisateurs. En attendant, vous arrivez sur ce marché de la EdTech, l'éducation et de la technologie, avec votre âge aussi. Vous êtes aussi un enfant au cœur du système. Vous étiez encore il y a peu lycéen, bachelier, maintenant étudiant. Quel regard vous portez sur ce marché de l'éducation et de la technologie? Y a plusieurs aspects. Donc l'orientation, on en a parlé, mais même c'est vrai que dans l'éducation, les formats qui sont aujourd'hui, donc par exemple, je peux penser aux cours magistraux. En fait, c'est un peu démodé. C'est-à-dire je pense que là, dans les prochaines années, il y a l'enseignement, il va changer énormément. Avec des formats qui seront plus, grâce notamment à l'IA, qui pourront être plus axés sur l'accompagnement et la personnalisation de l'enseignement. Donc là, on est dans l'orientation, mais globalement, même dans l'éducation générale, il y a plein de choses qui vont évoluer dans les prochaines années et on veut être un acteur de ce changement. Vous voulez y contribuer. Si vous étiez demain au poste de ministre de l'Éducation, Alexandre Ismar, parce que c'est une question que je pose pratiquement tout le temps dans mes émissions. Mais c'est vrai que c'est intéressant, d'autant plus, il se fiche de moi, mais il a bien raison. C'est intéressant d'avoir votre point de vue, justement, en tant que jeune, parce que vous dites qu'il y a plein de choses que je ferais différemment, il y a plein de choses qui vont et d'autres qui ne vont pas. Justement, s'il y avait un truc, en tant qu'entrepreneur, en tant que ministre de l'Éducation, que vous changeriez aujourd'hui dans l'école? Est-ce que c'est le format des classes? Est-ce que c'est donner des tablettes électroniques à tous les élèves? Est-ce que c'est des cours d'entrepreneuriat? Parce que vous n'en avez pas eu au lycée. Et pourtant, vous êtes entrepreneur. Après, les cours d'entrepreneuriat, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Mais en tout cas, peut-être je changerais. Je dirais qu'il faudrait que les lycéens soient plus actifs en classe et qu'on soit moins dans le spectacle, enfin qu'on soit moins spectateur du cours, mais plus qu'on soit acteur. Acteur. C'est ça. Est-ce qu'il faut, pour revenir sur ce sujet de l'orientation post-bac, qui est un sujet qui, je le comprends, vous tient à cœur, hein, vous en avez fait votre aventure entrepreneuriale, est-ce que ça veut aussi dire que pour révolutionner ce monde de l'orientation aujourd'hui, que vous critiquez autant que vous l'appréciez, eh ben, il faut avoir davantage les entreprises à nos côtés, et notamment aux côtés du processus d'orientation scolaire, professionnelle? Alexandre dit oui. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dimitri, avant de faire réagir Alex? Oui, c'est sûr qu'il faut que tous les acteurs du paysage soient conviés à la table du changement. Parce que, mais c'est déjà le public, ils font énormément de choses. Mais enfin, les acteurs privés, ils sont là pour résoudre des problèmes que les acteurs publics ne peuvent pas forcément faire. Et c'est normal. Il y a un équilibre à avoir. Et bien sûr, il faut que les entreprises privées contribuent. Mais en vrai, c'est un peu le cas avec des investissements. Il y a plein d'écoles privées rien qu'en France. Donc ça commence, oui. Enfin, c'est le cas, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Je pense que c'est extrêmement important. On l'a vu depuis ces dernières années. Je pense notamment à Xavier Niel, qui a ouvert École 42, Station F, une école aussi sur l'agroalimentaire. Tout à fait. Donc je pense qu'on est dans un moment clé, un point d'inflexion en France, et avoir ces acteurs du public et du privé qui parlent ensemble, avec aussi, il ne faut pas l'oublier, les élèves. Je pense que les trois à la même table, ça peut donner des choses assez exceptionnelles pour la suite. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Je ne suis pas ministre comme on dit. Et ça, on l'a compris. En fait, c'est vrai parce qu'en fait, les entreprises privées, elles ont beaucoup plus de liberté, donc ça va beaucoup plus vite que le public. Ah, ça, c'est sûr. Donc c'est sûr que là, il faut que ça aille vite. Donc c'est sûr que le privé
aura une grande place. Ouais. Le message est passé, en tout cas, Dimitri. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de l'École du Futur. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de cette application. Ça s'appelle Meoria, c'est marqué sur son sweatshirt. Merci infiniment, Dimitri. Merci aussi à vous, Alex, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bientôt ministre de l'Éducation, bien sûr. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission, à toute la régie aussi. Et puis on se retrouve dès demain, 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.